Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, qui va consacrer cette partie de l'émission artistique à Jean Rustin, que nous connaissons depuis quand même une dizaine d'années, que nous n'avons jamais rencontré, hélas, parce qu'à l'époque où on a parlé de son travail, il était très fatigué. Voilà, donc effectivement, dans le journal de Montreuil, je vois une exposition Jean Rustin dans un lieu que je ne connais pas, qui s'appelle la Fabrique Centre d'Art. Et donc, curieusement, on téléphone et on prend rendez-vous donc avec les habitants de ce lieu qui sont des amateurs d'art contemporain, des collectionneurs et qui, dans leur lieu d'habitation, donc exposent des toiles et des dessins de Jean Rustin. Donc, c'était l'occasion de faire la connaissance d'Evelyne Artaud et de Bruno Bernard et de découvrir leur lieu et de revoir des toiles et de voir des toiles de Jean Rustin et des dessins parce qu'on n'en avait jamais vu par nous-mêmes, si ce n'est le tableau qui est à la médiathèque de Bagnolet, parce que Jean Rustin a travaillé à Bagnolet. Donc là, on va vous faire écouter donc un entretien qu'on a eu avec eux. Ils vont nous parler de leur travail et de leur engagement artistique et de leur amour aussi de l'œuvre de Rustin. Et je dois vous avouer que je suis assez amoureux du lieu. Nous sommes à la Fabrique Centre d'Art à Montreuil, un lieu qui s'est ouvert tout récemment, il y a 2 ans. Et nous découvrons une exposition Jean Rustin. C'est un lieu que je découvre moi-même avec Robert. Et nous sommes en présence des gestionnaires de ce lieu. Donc Evelyne... Des habitants. Des habitants. Des Vénards. Evelyne et Bruno Bernard. Voilà. Donc si vous voulez nous parler un petit peu de ce lieu, de l'exposition que vous êtes en train de nous faire découvrir. Alors elle arrive tout droit de Belgique, d'une collection particulière qui a été faite par Maurice Verbeet, qui va venir en parler justement lors du finissage de cette exposition. Et toutes les toiles ici, en fait, lui appartiennent. Et il nous a ouvert donc son lieu et ses réserves. Et on a choisi pour l'occasion la toute dernière série, la toute dernière période de l'œuvre. Moi, je l'ai suivi pendant beaucoup d'années, beaucoup de dizaines d'années. Il se trouve que mes parents étaient amis avec les Rustin et que j'avais l'âge du fils aîné des Rustin. Et donc, j'allais à la piscine avec lui, etc. Puis, la peinture, je l'ai vue dès l'enfance, en fait, parce que Elsa était médecin et puis était notre médecin. Donc, quand on allait au cabinet, on voyait des Rustins. Alors, d'abord, des Rustins abstraits, et puis au fur et à mesure, d'autres. Et puis c'était un homme tellement tendre, gentil. Il avait élevé ses enfants. Les copains des enfants étaient aussi ses enfants. Oui, c'est ça, c'est ce que vous m'expliquez, qu'en fait, lui avait financé les études de médecine de sa femme et qu'après, elle a travaillé et que c'est lui qui s'est occupé des enfants. Absolument. C'est une belle histoire. Absolument. Et il était céramiste au départ, voilà, pour gagner sa vie, quoi, hein. Et elle lui a dit non, t'arrêtes, tu vas à l'atelier, et puis maintenant c'est moi qui paye. Sauf qu'il faisait à manger, il faisait les courses, il fait des enfants. Et il jouait du violon. Parce que quand il peignait pas, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Et comme il passait des journées entières de 8h du matin à 8h du soir à l'atelier, il fallait qu'il ait une seconde occupation, et cette seconde occupation, c'était bac. Ah ouais. Mais l'atelier était dans leur logement ou il avait un atelier à côté? Non, il avait un atelier dans les HLM de la rue Saint-Carnot, et eux, ils avaient un logement porte de Bagnolet, donc dans les HLM de la ville de Paris. Mais lui, il avait un atelier à Bagnolet. Dans les cités, ils avaient fait beaucoup d'ateliers. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'artistes à Bagnolet. Ouais. Oui, parce qu'il a fait partie effectivement du groupe des Malassis. Il n'a pas fait partie, mais ils étaient très proches. D'abord, ils étaient très proches politiquement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mon père était communiste et c'est aussi comme ça qu'ils se sont rencontrés.
D'ailleurs, Rustin a été blessé à Charonne. Ah, on ne savait pas ça. Voilà. Donc, c'était des militants, quoi. Enfin, et Elsa aussi, enfin sa femme aussi, elle a fait un dispensaire pour les gens qui ne pouvaient pas payer des médecins en ville. La dispensaire qui est toujours à Galigny, qu'on peut toujours et qui voir, s'appelle Elsa Rustin. Ce centre, oui, tout à fait. Je suis passée devant la semaine dernière. Donc, C'était des gens extrêmement généreux dans leur pratique. Elle dans sa pratique de la médecine et lui dans sa pratique picturale et avec ses amis artistes, etc. Il avait beaucoup effectivement de générosité. Tous les deux. Et donc là, vous exposez donc les œuvres de la dernière partie, quelques dessins aussi. Oui, qu'on a choisi chez le collectionneur à Anvers. Il habite Anvers et il a surtout une très grosse collection d'artistes belges et une des plus belles collections d'artistes belges. Et d'ailleurs, il a eu une exposition au lac à Dunkerque. À Dunkerque, oui. Une exposition qui rassemblait 150 œuvres de sa collection, représentatives toutes. D'ailleurs, l'exposition s'appelait Belgitude, c'est-à-dire que, en gros, tous les mouvements d'après-guerre, tels qu'ils avaient été vécus par des artistes belges, étaient reproduites dans cette exposition du lac. En fait, il a une collection de 20 000 œuvres. Ah oui, ça intéresse. Oui, c'est un vrai collectionneur, c'est pas un... Et c'est un collectionneur qui prend le temps de confier toute sa collection, toutes différentes parties de sa collection, pour les faire exposer dans différents lieux. Et pour ce qui est de Rustin, ce n'est pas que une partie de sa collection, c'est ce qu'il va donner à la fameuse fondation qu'il crée lui-même pour Jean Rustin et qui devrait normalement être située sur Paris. Donc d'ici un an, à peu près, un an ou deux. Oui, je pense, oui, le temps de... Il en parlera sûrement plus précisément. En tous les cas, il prépare à la fois un film, long métrage où il interroge à la fois des critiques qui l'ont rencontré, des artistes, amis, et puis des conservateurs et des critiques. Et donc... et aussi une seconde monographie, je suppose. Parce que là, effectivement, on est en train de regarder un très bel ouvrage où on voit vraiment toute l'œuvre de Rustin, de sa période abstraite, sa période intermédiaire, jusqu'à ce qu'on peut voir ici. Donc ici, une peinture, je ne sais pas comment on peut la qualifier, enfin, qui a provoqué quelques critiques, qui a pu choquer par moments, parce qu'effectivement, c'est des corps dénudés, des corps qui vieillissent, avec des chairs qui s'amollissent. Enfin bon, mais la peinture, c'est l'histoire d'une vie. C'est rarement l'histoire d'un moment. Alors on repère chez les artistes de temps en temps des moments d'explosion, mais bon, c'est quand même une histoire, et l'histoire d'une vie. Et là, lui, il l'a fait en toute liberté, en toute indépendance, et du marché, et des modes qui se succédaient. Et même, je dirais sur le plan politique, même s'il était engagé, sa peinture ne l'a jamais été. Ah, c'est vrai. Parce que pour lui, la peinture, c'était autre chose. C'était d'ailleurs beaucoup plus intériorisé. D'ailleurs, il était toujours comme ça, il croisait les bras comme ça, puis il disait « Je fais ça, mais je ne sais pas pourquoi ». Enfin, il rigolait un peu. Et aujourd'hui, du coup, parce que vous dites que vous avez quand même pas mal de visites, donc Jean Rustin reste quelqu'un dont on se souvient et qu'on a envie de voir. Fortement surpris. Et beaucoup les artistes. Oui, on avait dans la partie collection personnelle, on avait 3 Rustins, les 3 que vous avez vus, et on a été frappé par le nombre de visiteurs qui venaient pour d'autres expositions qui se faisaient ici même, découvrir ces Rustins en disant « Ah, Rustin !» Et on se rendait compte qu'il était au fond beaucoup plus connu qu'on ne l'imaginait, y compris dans la période finale, puisque ce que vous avez vu dans la collection particulière, c'est aussi une période de fin de vie pour lui.
Donc dans toute la crudité, excusez-moi, Cruauté aussi. Cruauté aussi, quelque part. Et voilà, donc on a été frappé et par le fait qu'il était beaucoup plus connu qu'on l'imaginait. Et très aimé des artistes, même s'ils sont loin de cette peinture. Et c'était très drôle parce que moi, je repérais les artistes dans les visiteurs parce qu'ils s'approchaient de la peinture pour... La technique picturale prenait tout son poids. Oui. Ils avaient à prendre des leçons sur la pratique picturale de Rustin. La lumière, la couleur, le dessin... effectivement, la touche. Oui, parce que c'est ce qu'on disait. En fait, on a l'impression que c'est du gris, des corps à nu sur des fonds gris, et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Il y a toute une palette chromatique qui va dans les mauves, les roses, et qui apporte énormément finalement. Mais tu sais aussi, quand on a eu fini d'accrocher, moi qui le connaissais bien, j'ai eu l'impression qu'il était là. Donc il y a une vérité de lui-même aussi. Hein, il a donné quelque chose à sa peinture qui était sa propre présence au monde. Quoi, hein. Je trouve que c'est remarquable parce que peu d'artistes arrivent à cela. Enfin, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une illusion, mais je pense que... Et il y a une autre chose qui nous a surpris. Bon, on vit donc tous les mois avec une exposition différente et on est content d'accrocher et pendant un mois on voit un certain nombre d'œuvres et on finit par vivre cette œuvre différemment au cours du temps. Et sur Rustin, ce qui nous a frappé tous les deux, on a eu cette même réaction, c'est que c'est une peinture qu'on va qualifier de violente pour celui qui la découvre pour la première fois. C'est une peinture difficile. Et nous, au bout de 8 jours ou 15 jours, même avant, on a eu l'impression que c'était apaisant. Alors, quand on dit ça à des gens qui découvrent pour la première fois, ça doit être complètement incompréhensible. Mais ça veut tout de même dire que cette peinture doit se vivre différemment que sur la première impression. Ah oui, mais il y a un des visiteurs, je ne sais plus lequel, qui m'a dit c'est très tendre. Et en fait, c'est tendre pour l'humanité, pour l'humain que nous sommes. Hein. Mais parce qu'il y a une partie, c'est ce qu'on disait, des corps qui sont vraiment comme ça. Vrai. C'est-à-dire que ce sont des vrais corps. Il n'y a pas à dire. Non, mais on vieillit, on ressemble à ça. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Hein, si on se met tous tout nus, on fait un Rustin. Mais oui. Non, puis il a des gestes, par exemple cette dame avec sa main devant la bouche, là. C'est des gestes qu'on a aussi, je sais pas, dans l'effarement ou dans la surprise ou dans le retrait. Enfin, on retrouve en nous-mêmes aussi des sensations dont on n'a pas forcément conscience lorsqu'on les vit. Hein. Et les œuvres qui sont là, c'est vous qui les avez choisies. Ça n'a pas dû être facile de faire un choix, j'imagine. Ben si, parce qu'on est allé spontanément vers ce qui nous plaisait le plus. Alors, bizarrement, on a dosé les grands formats et les petits formats par rapport au lieu qu'on connaît, évidemment. Et on savait qu'il fallait que ça s'intègre dans ce lieu et que ça continue. Alors on a nos 2 grands murs, celui-là, enfin on sait aussi. Les petits formats ont autant de force que les grands formats, ce qui est rare. Chez des artistes, généralement... la force va avec le changement de dimension. Et là, c'est pas le cas. Non, puis ça fait 40 ans que j'accroche des œuvres, moi. Oui, quand même. Oui, si j'ai un petit savoir, c'est au moins celui-là. Là, je peux préciser qu'on est dans un lieu absolument magnifique. Ça devait être une ancienne usine, je sais pas. Oui, c'est ça. Une ancienne fabrique. Une ancienne fabrique. D'où la fabrique. Oui, c'est ça, voilà. Donc on a une structure métallique avec, c'est un rail de lumière, mais il y a une très belle lumière. Donc alors, on cherchait un lieu avec de l'éclairage zénital. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour cette peinture de Rustin, c'est que, alors on a toutes sortes d'éclairages artificiels quand la nuit tombe, évidemment, et bizarrement, la peinture de Rustin perd en éclairage artificiel et gagne énormément
en lumière du jour, même quand c'est nuageux et sombre. Oui. Bon, bah, super, on a matière à travailler, là, à parler, à raconter. Voilà, c'était l'Allegro, le morceau numéro 1 de The Violin Concerto de Bach. Alors effectivement, Jean Rustin était passionné de violon, il jouait tous les jours du violon dans son atelier quand il ne peignait pas. Donc on a pensé que c'était bien pour nous mettre en lien avec son œuvre et son travail dont on va vous parler. Alors Evelyne en a déjà un peu parlé justement dans l'entretien. Rustin, ce qui est caractéristique dans son travail, c'est qu'il a eu un travail d'abstraction, il était reconnu, il a eu une exposition en 1971 au MAM avec 150 œuvres exposées, et là devant son œuvre il s'est dit ça va pas, il faut faire autre chose. Donc il a basculé complètement dans la figuration avec une œuvre du coup beaucoup plus difficile à appréhender. Oui, enfin, son abstraction, si
de mon point de vue, n'était pas vraiment quelque chose de comment dirais-je, très important. Je n'ai pas été vraiment bouleversé par ce que j'ai vu de son travail, à cette époque-là, en tout cas, avant que lui-même se rende compte que c'était pas vraiment le top. Deux ans d'interruption de travail avant de recommencer à envisager une peinture plus figurative. Voilà. Et là, avec d'ailleurs une peinture plus figurative, alors que sa peinture abstraite était très colorée, là c'est presque monochrome, voilà, dans les gris, les bleus à peine visibles, quelques petites touches de rose, etc. C'est vraiment très très intimiste même. C'est presque une peinture qui peut sembler fragile, mais qui ne l'est pas en fait, parce que Rustin, il semblerait que ce ne soit pas quelqu'un de fragile, malgré son apparence. Ouais. Et donc là, justement, il y a un petit texte que je vais vous lire, c'est Rustin par lui-même, donc c'est un petit texte qu'il a écrit sur son travail quand il est passé de l'abstraction à la figuration. C'est un texte qui s'appelle « Accord perdu ». Il me semble que personne ne devrait s'étonner qu'un peintre puisse passer directement et sans trop de problème de la non-figuration à des images de corps nus très figuratives, à des études de corps nus, à l'utilisation du corps sans passer par la représentation d'autres images du réel. C'est qu'en effet, les hommes et les femmes nus ne se rencontrent pratiquement jamais dans la vie habituelle, sauf en quelques circonstances remarquables liées à l'amour, à la maladie, à la solitude, à la folie, à la mort. Et cette énumération suffit à donner toute sa force au concept de corps nu. L'image que chacun de nous a du corps nu, le sien ou celui de l'autre, est une image intime, variable, malléable, une création de l'esprit et du désir, un concept presque abstrait tellement il est chargé d'affectivité propre à chacun de nous. Bien sûr, chacun choisit, ou ne choisit pas, l'image qu'il souhaite donner de lui-même et du monde. Pour moi, le corps mis en scène, théâtralisé par l'espace vide et clos du tableau, est une image qui me permet d'exprimer avec violence et de la façon la plus directe les sentiments et les désirs inconscients et conscients qui m'habitent et que je ne saurais traduire autrement que par des images. Images que je laisse à d'autres le soin d'interpréter entre l'érotisme, l'obscène, le pornographique, mais aussi la tendresse, la pitié et le sacré. Ces corps nus que je peins, je les caresse et je les travaille jusqu'au moment où je suis moi-même fascinée par leur présence sur la toile, présence que toute la beauté de la peinture doit concourir à porter à son maximum d'efficacité. Et j'ai conscience qu'il y a derrière ma démarche d'aujourd'hui, derrière cette fascination du corps nu, 20 siècles et bien plus de peinture, surtout religieuse, 20 siècles de Christ mort, de martyrs torturés, de révolutions sanglantes, de massacres, de rêves brisés, et que c'est bien dans le corps, dans la chair que finalement s'écrit l'histoire des hommes et peut-être même l'histoire de l'art. Voilà, c'est un texte qu'il a écrit en 1995. Alors qu'il dit dans une interview filmée qu'il déteste écrire, qu'il ne sait pas écrire. Et voilà, c'est un des mensonges de plus de M. Rustin. Mais là, en tout cas, je trouve que ce texte est magnifique parce qu'il est simple, il est très précis et il dit des choses justement très, très justes sur la nudité, sur le rapport qu'on a à la nudité, au corps de l'autre, effectivement, qu'on ne rencontre pas, ces corps partout, des corps nus. Alors, lui, sa femme, Elsa Rustin, était médecin, elle a travaillé dans des hôpitaux psychiatriques, donc Rustin a rencontré des malades dans des maisons psychiatriques, donc ce qui explique que sa peinture, on n'a pas raconté un petit peu qui étaient ces personnages. Ces personnages sont des gens qui sont souvent qui n'ont pas de cheveux, donc qui sont souvent nus dans des intérieurs sobres, nus, effectivement, avec des sexes visibles, des femmes qui ont les sexes béants de femmes, des hommes qui ont des pénis pas du tout en érection, des pénis visibles, souvent circoncis d'ailleurs, on a remarqué ça. Evelyne ou décaloté, voilà. Evelyne Artaud, qui a bien connu la famille Rustin parce que Elsa Rustin était leur médecin de famille et que c'était un peu, c'est comme elle dit, des parents adoptifs.
raconte que il voulait toujours perfectionner son travail, il reprenait certains morceaux, il hésitait à mettre une ampoule à un endroit, une prise électrique, enfin voilà, il travaille à l'acrylique, ce qui lui a permis justement de pouvoir retravailler ses toiles à plusieurs reprises, quoi. Oui, mais on a l'impression que c'est de l'huile. Parce qu'il travaillait à l'acrylique comme un peintre travaillerait à l'huile. Voilà, lui c'était une question de temps. Il n'avait pas la patience d'attendre. Si vous voulez, à la peinture à l'huile, il faut attendre que ça sèche avant de reprendre par-dessus. Enfin, c'est tout un bazar. Alors que l'acrylique, c'est tout simple, c'est un peu comme la gouache, la tempéra, quoi. C'est une peinture qui sèche assez rapidement et on peut retravailler dessus. On peut faire aussi des glacis, on peut faire des tas de choses qu'on peut faire aussi à l'huile, mais l'avantage, c'est justement la rapidité d'exécution, hein, que Rustin privilégiait. Et son travail, enfin le rendu de ces toiles, si vous voulez, c'est un peu déjà hors du temps, hors de choses qui existent, parce que il faut aussi, que j'ai appris avec surprise d'ailleurs, que Rustin ne faisait pas des portraits de gens qui existaient, il imaginait ces personnages. Qui ont qui semblent être des êtres hors du temps, hors de la vie, et qui ont sur la sensibilité des regardeurs comme un coup de poing dans la gueule, quoi. Voilà, c'est quelque chose d'insupportable d'une certaine façon, puisque on préfère tous cacher ou se planquer de toutes ces horreurs des corps décrépits, de la vieillesse, de la folie, de la maladie. Voilà, c'est pas vraiment l'univers qu'on privilégie ou qu'on recherche, mais de s'y confronter en même temps, ça donne aussi au regardeur un petit peu sa dimension de fragilité personnelle, quoi. On est en face de nous d'une manière différente, mais c'est bien nous qu'on regarde en regardant le travail de Rustin. Voilà. C'est cette espèce de magie de l'image. On peut souvent on se pose la question, pourquoi la peinture, pourquoi l'image a-t-elle autant d'importance dans nos vies? Et une question auquel personnellement je ne répondrai jamais, quoi, parce que c'est vrai que on a la télévision, on a des tas de choses avec le numérique, etc., qui sembleraient devoir effacer cette façon un peu primaire de s'exprimer qu'est la peinture ou qu'est le dessin, avec des crayons, avec des pinceaux, etc. Ça semble complètement comment dirais-je, dépasser tous ces moyens de création. Eh ben, pas du tout. J'ai l'impression qu'au contraire, ça prend une force extraordinaire, inouïe, justement, au temps des miroirs numériques. Voilà. Non, c'est vraiment... on peut ne pas aimer, on peut être effrayé, on peut se cacher de cette représentation de la vie, mais quand on ne peut pas y échapper, quand on est dans une exposition ou comme nous étions à la fabrique, on côtoie ces œuvres, eh bien on ne peut pas échapper, si vous voulez, à la proximité de ce qui nous guette tous, c'est-à-dire la mort, la camarde, voilà, qu'on va partir en poussière. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut, cette œuvre peut susciter toutes les réactions possibles, hein. On peut au départ être complètement effrayé, horrifié, scandalisé. On peut s'y habituer, trouver aussi une forme de tendresse, comme dit Evelyne, par des gestes de cette femme qui met juste sa main devant sa bouche en l'air de s'excusant, ou un autre portrait où apparemment Jean Rustin avait souvent les bras un peu croisés devant. Enfin voilà. Donc il faut s'en imprégner. En tout cas, Jean Rustin est un peintre qu'il faut découvrir. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve que
déjà de par son parcours, avoir le courage de dire, alors qu'il est en pleine réussite, de dire bah non, ça, c'est pas possible, c'est trop facile, je bascule complètement dans autre chose. Donc rien que ça c'est quand même important avec cette période de transition où il fait des corps en gravitation et qui petit à petit tombe et où là, on prend tout dans la figure. Donc ça, c'est important. Et donc, il va y avoir après une fondation Rustin qui va être ouverte. Il y a un collectionneur anversois qui a acheté toute l'œuvre de Rustin et qui va ouvrir une fondation à Paris. Et alors, pour l'instant, cette fondation ne pourra pas exposer d'œuvres, ce sera plutôt des supports digitalisés, mais une ouverture sur l'œuvre de Rustin. Et donc, il y avait une soirée de finissage d'exposition vendredi dernier, à laquelle j'ai pu aller. Donc, le collectionneur était là avec la directrice artistique qui s'appelle Sandrine Lopez. Et donc, elle, ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur l'œuvre de Rustin. Les enfants de Rustin leur ont ouvert les archives, donc ils ont tout scanné, ils ont récupéré les albums de famille, le projet de faire un film sur l'œuvre de Rustin. Et moi, ce qui a surtout retenu mon attention, c'est que ce collectionneur a proposé de faire des donations au Musée d'Art Moderne de Paris. Il dit, j'ai proposé 3 œuvres, une, je savais qu'elle ne serait pas acceptée, et pour les 2 autres œuvres, il n'a pas de réponse. Et je trouve ça complètement incroyable que le Musée d'Art Moderne de Paris soit frileux au point de ne pas accepter une donation d'un tableau de Rustin, quoi. Et pour Beaubourg, apparemment, il proposait des dessins, et c'est pareil, il y a un statu quo, il n'y a pas d'acceptation de cette donation, quoi. C'est quand même... voilà, on reste dans un univers complètement aseptisé de ces conservateurs de musées, quoi. Oui, ce sont des gens... Moi, j'ai jamais été vraiment impressionné par les conservateurs ou les directeurs de musée, ce sont des fonctionnaires qui tiennent à leur petit boulot, à leur paye confortable, etc., c'est aussi con que ça, et qui ne veulent pas mettre leur carrière en danger. Voilà. Alors que je pense que quelqu'un comme Rustin, même on n'aura même pas besoin, on peut voir une seule œuvre de lui, on a vu toute son œuvre, et que même, moi j'avais un jeune ami il y a très longtemps qui, au début de l'animation en 3D, qui aurait pu animer les peintures de Rustin. Mais Rustin lui-même, vivant, quand on le regarde sur des choses des enregistrements de lui-même, on a l'impression que c'est une peinture de Rustin qui s'anime. Parce qu'il n'y a pas vraiment une différence énorme. Enfin, quand on regarde pas en couleur, mais quand on regarde en noir et blanc, Rustin, avec les bras croisés, c'est vrai qu'il a souvent les bras sur sa poitrine, croisés sur sa poitrine, en noir et blanc, on fait pas... moi, j'ai l'impression que je vois Rustin, je vois une peinture de Rustin, parce qu'il est vraiment pas très différent de ses peintures physiquement, en tout cas, ni dans son débit, ni dans son allure, ni dans son regard. C'est une peinture Rustin lui-même. Ouais, d'ailleurs... il s'inspirait, donc il prenait pas de modèle, donc il s'inspirait des malades qu'il a peut-être vus dans les pavillons psychiatriques, mais il s'inspirait aussi principalement de lui et de sa femme Elsa pour peindre. Oui, non mais lui, vraiment, c'est très... c'est un truc qui vous arrive dans la figure, avec une violence assez forte, de se rendre compte qu'en fait, les peintures de Rustin sont animées. Alors, malheureusement, cette exposition est terminée. Je vais mettre des liens parce que sur des liens déjà sur ce lieu qu'on a découvert, la Fabrique Centre d'Art, il y a un film qui a été fait par Isabelle Rèbre qu'on peut voir sur YouTube. Moi, j'avais découvert Rustin comme ça par hasard en empruntant ce film-là à la bibliothèque de Montreuil. On a découvert ça et là, quand on a vu qu'il habitait Bagnolet et que son œuvre était quand même une œuvre remarquable, on s'était intéressé à Rustin en 2012. Donc il y a ce film d'Isabelle Rèbre. Sur le site de la Fabrique, il y a un entretien entre Sandrine Lopez qui est la directrice artistique de la future fondation Rustin. Le fondateur de la fondation Rustin s'appelle Maurice Verbert. Et donc on va mettre tous ces liens-là. De même que
Bruno nous a envoyé ils font des petits fascicules qui présentent plus en détail l'exposition, où on retrouve le texte de Rustin et un petit peu toute l'histoire de la collection de Verbert et sa démarche vers cette fondation. Donc je vais mettre tout ça en ligne sur notre blog pour que vous puissiez un petit peu aller plus loin, quoi. Oui, et je suis assez frappé aussi par le fait que ce soit un collectionneur belge. Il est de Bruges ou il est d'Anvers. D'Anvers. Voilà. Et je ne suis pas très étonné d'ailleurs parce que, si vous voulez, dans la peinture belge, néerlandaise, etc., depuis, disons, le XVIe siècle ou le XVe siècle, vous avez des représentations d'humains qui sont très proches de celles de Rustin, quoi. Il y a quelque chose dans le nord de l'Europe comme ça. Il y a une espèce d'adhésion à la difformité, à ce qui est tordu dans la nature humaine, quoi. Voilà. Donc voilà, on peut encore remercier Evelyne et Bruno de nous avoir reçus autour d'un café, de carrés de chocolat, d'une discussion fort intéressante. Ils éditent aussi un petit livret qui s'appelle La Feuille, où ils partent d'une phrase philosophique ou voilà, de littéraire, et où là plusieurs personnes ont écrit. Donc il y a ce petit livret qui est disponible dans leur lieu. Là ils vont changer d'exposition, on fera suivre les informations sur les expositions suivantes. Les visites fonctionnent sur prise de rendez-vous. Et même si ça peut paraître un petit peu compliqué au départ d'oser téléphoner, en fait, ils sont très accueillants et on peut venir effectivement à plein de moments différents. C'est quand même l'avantage. Oui, là, il doit avoir une vie assez occupée. Voilà, donc on les remercie encore de nous avoir si chaleureusement reçus, et on vous invite surtout à découvrir toute cette œuvre de Rustin, quoi. Oui, il faudra vous armer de patience parce qu'elle ne sera pas franchement visible ou directement visible au Clampin d'ici un petit bout de temps. Ouais, tout à fait. Sauf eux, dans ce lieu d'habitation où ils font leurs expositions, ils ont leur collection personnelle, et ils avaient déjà quelques dessins de Rustin. Donc voilà, ça sera peut-être à voir. Non, mais en tout cas, si vous n'avez pas l'habitude de fréquenter ce genre de lieu d'habitation, mais plutôt des HLM ou des choses comme ça, vous serez assez surpris. Son esprit l'a quitté dans les carrelages blancs. Ici la déesse traquée hurle de temps en temps. Là où les dés sont truqués un peu trop souvent. Là où on offre de force des tonnes de calmants. Elle a brisé la glace pour ne plus se voir en face. Elle attend 7 ans de malheur en confondant le pire, en oubliant le meilleur, perdu dans ses traces. Elle regarde ceux qui l'entourent et se met à sourire. Pauvre fille perdue dans ses vieux drames, assez débile pour habiter mes démons et mon âme. On l'a dit folle pour parler à la mort, mais pour l'instant, elle se tient encore. Elle se blottit toujours sous les échelles. Elle porte la poisse à tous ceux qui la croisent. Pour elle, c'est toujours l'île aux merveilles, dont tous les félins sont noirs. Et puis elle entend des sons, elle se dit que c'est la mer. Elle défie du menton les gels et cliniques. Bienvenue dans son état somnifère, où sa survie reste chimique. Alors elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va tenter de se tirer d'ici, ce sera sûrement joli. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Pour l'instant, elle se tient encore. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Elle commence à perdre son calme.
vous condamner, tous un par un, et vous n'aurez alors plus aucune chance. On verra alors même trembler ses mains quand viendra l'heure de votre sentence. Vous rêverez dans le pavillon des fous, vous croirez sortir un jour, mais pas du tout. Vous resterez dans le pavillon des fous, et vous connaîtrez à votre tour ce à quoi elle rêve. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va pouvoir enfin se venger de vous. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle pourra enfin regagner le calme et ne plus être à genoux. C'était le Pavillon des Fous, le groupe Café Bertrand. Donc les expositions au Jean et Lyon, la prose du monde au musée d'art moderne jusqu'au 18 août, la Voix de la forêt, Théodore Rousseau au Petit Palais jusqu'au 7 juillet, ainsi qu'une exposition en parallèle à Barbizon jusqu'au 16 juin, ce souvenir de Théodore Rousseau. À Gravelines, les baigneurs de Daumier, la Société mise à nu, c'est au musée de l'Estampe jusqu'au 26 mai. Louise Souterre, peinture au doigt à la galerie Karsten à Paris jusqu'au 5 mai. Broussailles, c'est à la galerie Papier d'Art avec Marie-Noël Fontan qu'on avait reçu, qui nous avait parlé de son travail, qui fait des tableaux végétaux magnifiques jusqu'au 18 mai. David Hockney, c'est au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 22 septembre. C'est une exposition qui s'appelle Normandisme. Auguste Herbin au musée de Montmartre. Auguste Herbin, le maître révélé. Nous, on aime bien le musée de Montmartre en fait. Et au musée d'Orsay, 1874, naissance, inventer l'impressionnisme. Donc la nouvelle exposition qui est au musée d'Orsay. Je pense qu'il y aura du monde dès qu'il y a le mot, dès qu'on parle d'impressionnisme, il y a foule. Mais bon, peut-être on ira quand même. Apparemment, il y a un documentaire sur Arte qui a l'air pas mal, qui raconte un petit peu cette histoire de 1874. Donc voilà pour les expositions. Et à la galerie Kaléidoscope, à partir de demain, du 23 avril, Sabine Moniris, Messieurs, il fait froid ici. Donc, c'est une peintre, une graveuse. C'est une peintre voilà, à la galerie Kaléidoscope. D'accord. Une petite galerie qui est située rive gauche rue Mazarine. Bien. Et puis donc le culturel. Le culturel, je t'écoute. Ah, t'as rien, toi? Bah là, pour l'instant, j'ai rien parce qu'en fait, je suis en cours. Bah moi, j'ai vu ce week-end deux séries. Enfin, la deuxième, je n'ai pas poursuivi. Il y a 11 épisodes. Alors, la première, ça s'appelle Machine. C'est très, très intéressant. Ça se passe dans une usine qui fabrique des machines à laver. C'est une entreprise familiale qui a été reprise par une multinationale coréenne et c'est les démêlés, si vous voulez, du personnel avec leurs preneurs, parce qu'ils sont pas du tout, les ouvriers sont pas tout à fait d'accord avec ce qui va advenir de leur boulot. Voilà, et cette machine, c'est une jeune fille qui se fait embaucher, elle est un peu à la ramasse, elle se fait embaucher là comme... Elle est graisseuse sur une machine, voilà. Son boulot, c'est de mettre de la graisse quand il n'y en a plus sur la machine. Et puis, elle est mêlée à cette histoire aux revendications ouvrières, etc., malgré elle. Et voilà, et on suit son aventure pendant 6 épisodes, et c'est passionnant. Voilà, et puis... C'est sur Arte, c'est sur Arte, série d'Arte en replay. En quoi? Replay, on peut la voir. En replay, ouais. Et puis il y a No Man's Land. No Man's Land, qui est aussi une série, mais là en presque, je crois, 11 épisodes ou quelque chose comme ça, sur, si vous voulez, les femmes soldats kurdes en Syrie. Et c'est un frère qui a sa sœur qui est partie là-bas, et il ne sait pas ce qu'elle est devenue, et il veut la retrouver, donc il va rejoindre
si vous voulez, les Kurdes en Syrie pour essayer de retrouver sa sœur. Et c'est passionnant aussi parce que ça pourra être vrai si ça ne l'est pas. Et comme ça, on voit. Il y avait déjà un film comme ça qu'on avait vu avec Dominique, mais là, c'est une série, donc c'est beaucoup plus long. Ça reprend un peu ce film qu'on avait vu sur les femmes guerrières kurdes, et c'est passionnant aussi. Ouais. Alors, nos amis brestois, Claude et William, on n'avait plus de nouvelles, je leur ai mis un petit mot, nous ont conseillé le dernier film de Jacques Malater, qui est pareil en replay sur France 2, qui est sur toute l'histoire de l'humanité, mais en Asie, avec toutes les découvertes récentes. Donc je pense qu'on va regarder ça prochainement, et on en parlera sûrement la semaine prochaine plus en détail, quoi. Voilà. Voilà. Les Aminches. Et les Aminches, alors Claude et William, nos potes de Brest, et Claude et André, nos potes de la Nation. Claude et William, on est contents qu'ils nous aient répondu. Moi, je commençais à m'inquiéter, je leur ai mis un petit mot, et je suis vraiment contente même, de savoir que ça va. Elle a retrouvé sa joie de vivre, en quelque sorte. Elle. Et puis, il y a donc aussi Clo-Clo, la pote à ma camarade Pékéco, hein. Et puis Lolo, une écrivaine de polar privée de sa co-autrice, voilà, mais qui continue, qui poursuit l'œuvre sur un héros. Voilà, sur Jérémy Nelson et Victor Legris. Voilà. Mais ce qui est passionnant dans ces polars, c'est ça se passe à Paris, et elles ont une culture de Paris qui est absolument extraordinaire, des lieux parisiens, etc., etc. Et puis nos potes, les quatre, Corinne, Fredo, Anne-Emmanuel et Joël, notre vagabond d'Afrique du Nord, qui passe les 3/4 de sa vie au Caire, on s'interroge toujours pour savoir pourquoi on se pend. Voilà. Il y a aussi tu la sens, ma 5e puissance, oui, on la sent et on t'aime. Il y a la Rose flamboyante qui anime 2 émissions sur Radio Omni, une émission en direction des enfants et de leurs parents, une ancienne institutrice qui en connaît un rayon sur la question. Il y a Antoine des Champignons. Ah ouais, un groupe de musicos qui déménage et que ma camarade Pékéco adore. Bah ouais, j'attends qu'il passe dans un bar, si possible à Montreuil, ce serait super. Ouais. Et puis il y a Villoutreix-Brageux. Il y a Sophie, ouais. Anne-Sophie Villoutreix-Brageux, une graveuse émérite dont on a découvert une partie de l'œuvre à Saint-Sulpice, à l'exposition qui s'y tient tous les ans, l'exposition consacrée à la gravure. Voilà, et tout ce petit monde, il faut vous dire que j'ai perdu ma liste. Ouais, Dominique Paula-Lardouin, qu'on salue toujours, une galeriste chaleureuse. Et justement, lors de cette soirée vendredi, j'ai rencontré une femme qui l'avait beaucoup connue et on en a parlé, c'était très très émouvant. Voilà. Bon, et puis tout ce petit monde dont je parle d'habitude, et je vous prie de m'en excuser si vous arrivez jusqu'à la fin, ce dont je doute. Et pour ça, je ne suis pas trop contrarié. On va se finir avec notre camarade Mélismel pour une chanson. Faut vivre. Oui, voilà. Fatigué le Roro, hein. faut pomper l'énergie, hein, c'est les Shadocks. Et on pompe. Allez, salut tout le monde. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre.
Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.